Donc, je pense qu'on va commencer. Donc, je voulais tout d'abord vous dire bonjour à tous, vous remercier les intervenants pour votre disponibilité et merci à tous ceux qui se sont connectés. Nous sommes 110 pour l'instant. Donc, je vais me présenter. Je suis Caroline Roche, je suis députée européenne au sein du groupe. Par rapport à mon rapport, donc, je vais production. L'année 2020 était supposée être l'année où devait être atteint un bon état écologique des eaux de l'Union européenne. Cet objectif était fixé dans une législation adoptée en 2008. Le milieu marin à l'échelle de l'Union européenne, les activités de la pêche qui sont encadrées par la PCP. Alors, on va utiliser le terme PCP, c'est politique commune de pêche. Donc, vous allez retrouver ce terme de temps en temps, donc c'est pour vous expliquer un petit peu. Lors de la réforme en 2013, les États membres s'étaient engagés à arrêter aussi la surpêche au plus tard en 2020. On a fait beaucoup de progrès de 2000 à 2020, mais malgré les progrès qui ont été faits, notamment en matière de surpêche, on s'aperçoit que les objectifs ont été et on n'y est pas encore malheureusement. En 2020, il y a eu aussi un contexte un peu particulier au niveau de la diversité à l'échelle de l'Union européenne comme à l'échelle internationale. La Commission européenne a présenté son nouveau pacte vert pour la lutte contre le changement climatique. On devait aussi préparer la COP 15 et être à la COP 15 en Chine. Malheureusement, par rapport au fait du Covid-19, ça a été repoussé. Par rapport au Covid-19, le secteur de la pêche a été fortement touché dès le début de la crise sanitaire. Donc, on doit revoir un modèle d'économie, la société de demain, repenser à la pêche de demain. D'où ce qui m'amène à mon rapport d'initiative. Je vais rappeler le titre de mon rapport. En fait, c'est plus de poissons dans les mers, point d'interrogation. Il y a des gens qui m'ont demandé, c'est plus ou c'est plus de poissons dans les mers? Mesures visant à promouvoir la reconstitution des stocks au-delà du rendement maximum durable. Donc, on utilisera aussi le terme RMD, rendement maximum durable, y compris dans les zones de reconstitution de stock des poissons et les aires marines protégées. Quand on m'a nommée rapportrice au sein du Parlement européen de ce rapport d'initiative, il faut savoir que chaque groupe politique nomme un shadow rapporteur qui donnera son avis sur le rapport, qui apportera aussi des amendements. Donc, je vois que ces personnes-là sont connectées, donc je voulais les remercier d'être présents aussi aujourd'hui. Je vais vous présenter donc nos intervenants. Donc, on a d'abord Didier Gasquel, qui est professeur en écologie marine. À Agrocampus. Je crois qu'on a un petit problème avec la connexion de Caroline. J'espère qu'elle va bientôt revenir. Caroline, est-ce que tu nous réentends à nouveau? Enfin, moi, j'entends très bien. D'accord. Bah alors, est-ce que tu peux reprendre le moment où, où tu introduisais Didier Gasquel? Alors, donc, je disais Didier Gascoigne, qui est professeur en écologie marine à Agrocampus Ouest, membre du comité scientifique, technique et économique de la pêche de l'Union européenne. Je disais que vous étiez familier donc avec la politique commune de la pêche, membre du conseil scientifique d'Ifremer, et que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Pour une révolution dans la mer. Vous pourrez nous donner des détails et nous commenter un petit peu votre ouvrage. D'ailleurs, dans cet ouvrage, vous avez introduit un terme, c'est la pêche écologie. Donc, c'est un terme que j'aime beaucoup. Nous avons aussi Anne-Marie Vergès. Alors, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui puisque vous êtes la première femme patron-pêcheur de la ville de Saint-Jean-de-Luz il y a 25 ans. Vous pêchez à la palangre. Donc, la palangre, si je me trompe pas, c'est bien une ligne avec pas mal d'hameçons
C'est une méthode de pêche qui est plus sélective, qui a un impact moindre sur la biodiversité marine. Vous êtes copre de la plateforme de la petite pêche artisanale française qui a été fondée en 2012 et qui regroupe environ 500 petits pêcheurs français auprès des pouvoirs publics et auprès de l'Europe. Et vous aviez dénoncé en 2014 l'illégalité de la répartition des quotas de pêche à l'échelle de l'Union européenne. Donc, je vous laisserai nous en dire un petit mot aussi, qui faisait en fait qui donnait la problématique entre la pêche industrielle et les petits pêcheurs au niveau de la répartition des quotas de pêche. Ensuite, nous avons Alice Belin, qui est responsable des politiques marines pour SIATRISC, une ONG qui regroupe 32 associations avec des membres répartis dans plusieurs pays européens, qui milite pour la protection des milieux marins. SIATRISC, en fait, a été créé pour représenter des ONG à Bruxelles, auprès des pouvoirs publics européens. Et en sujet, je dirais, c'est plus le milieu marin, la biodiversité, les AMP, la politique des pêches, les déchets marins et le changement climatique. Et ensuite, Christian de Cugis, qui est mon voisin, on va dire, puisque moi, je suis dans les Alpes-Maritimes et lui, il est dans le Var, que j'ai rencontré à Caprou, qui est président de l'association pour la pêche et les activités marines, l'APAM, qui fait partie du groupe d'action locale pour la pêche et l'aquaculture, qui pêche à la palangre, qui pêche avec des casiers puisqu'il pêche des langoustines, si je ne me trompe pas. Et vous avez notamment la gestion du cantonnement de pêche de Caprou, qui est une aire marine protégée qui représente 455 hectares environ, où tout prélèvement est interdit. Donc, je me suis rendue sur place, on s'était rencontrés là-bas d'ailleurs. Et vous êtes aussi président du groupe FEP Varois, Fonds européen pour la pêche, ce qui permet de développer un certain nombre de projets dont l'AMP du Caprou, et vous allez nous en parler ensuite. Par rapport aux mesures de gestion, je voulais vous poser une question à tous, qui est un petit peu large, mais si la situation s'est améliorée entre 2000 et 2020, elle n'est pas encore idéale. Vous en feriez quoi comme état des lieux et par rapport à la situation actuelle? Et est-ce que vous avez constaté des progrès? Et pour vous, les 3 mesures que vous prendriez, les 3 mesures de gestion pour des pêches prioritaires, quelles seraient ces 3 mesures de gestion des pêches prioritaires à mettre en œuvre pour mettre définitivement fin à la surpêche dans l'Union européenne, tout en assurant une pérennité de pêche? Donc, je vous laisse prendre la On a perdu. Alors, au fur et à mesure, je pense. Alors peut-être, excusez-moi, avant de donner la parole, je vais couper la vidéo des autres intervenants quand vous n'intervenez pas parce que effectivement la connexion de Caroline est un petit peu faible, mais vous pouvez la rallumer quand ce sera, quand vous pourrez parler si ça vous va. Mais allez-y. Alors, qui se lance? Didier. Bon, alors allons-y. Alors, oui, d'abord dire que la situation, effectivement, elle va mieux. Je ne dis pas forcément elle va bien, mais en tout cas, elle va mieux. Et il ne faut pas bouder son plaisir. Comme vous l'avez rappelé, donc merci de l'avoir rappelé, merci de m'avoir introduit, puis merci de ce séminaire. Je suis membre d'une structure qui s'appelle donc le Conseil scientifique technique économique des pêches de l'Union européenne, qui s'est réuni alors dans des conditions à distance assez récemment et qui a publié le dernier bilan de l'état des stocks en Europe. Et ce bilan, il est très clair, il montre que, pour ne pas multiplier les chiffres, en gros, depuis une quinzaine d'années, on a divisé par 2 la pression de pêche, on a divisé largement par 2, un peu plus même de 2, le nombre de stocks surexploités, et on a réaugmenté la quantité de poissons dans la mer, c'est le titre de votre rapport, en gros de 50%. Donc,
Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle parce que ça montre que quand on se décide à prendre des mesures efficaces, à suivre les avis scientifiques, eh bien, on peut avoir des résultats et ces résultats, je dirais, les poissons, les écosystèmes en sont bénéficiaires, mais bien sûr, et avant tout, les pêcheurs en sont les premiers bénéficiaires. Donc ça, c'est le côté ça va bien. Le côté ça va moins bien, c'est d'abord les chiffres que je vous donne là ne concernent que la façade atlantique. En Méditerranée, à l'inverse, la situation reste aujourd'hui extrêmement mauvaise. On est à une pression de pêche qui est 2,5 fois ce qu'elle devrait par rapport à ce fameux objectif du rendement maximum durable, le RMD, et des biomasses qui restent extrêmement faibles et qui ne montrent pas le début du commencement d'une reconstitution. Donc le travail reste entièrement à faire en Méditerranée. Et on peut dire aussi qu'en Méditerranée, on est toujours à plus de 90% des stocks évalués qui sont aujourd'hui surexploités. Côté Atlantique, ça va mieux, ça va pas si bien que ça. C'est-à-dire que quand même, on a divisé par 2 le nombre de stocks surexploités, mais le dernier pointage du CSTEP, c'est qu'on est aujourd'hui à 38% de stocks surexploités. 38%, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. On était à 80, voire 90% dans les années 90 de stocks surexploités. Donc c'est mieux, mais c'est encore 38%. Et puis, on en parlera peut-être plus loin, mais j'ai envie de dire, tout ça, c'est par rapport à un objectif qui est l'objectif du RMD et qui, à mes yeux, est aujourd'hui devenu complètement insuffisant. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en Europe, ou plutôt ce qu'on est en train de faire, et c'est plutôt bien, c'est de se recaler par rapport à des objectifs de gestion qui correspondent à ce que les scientifiques ont commencé à recommander dans les années 70, c'est-à-dire une approche monospécifique, stock par stock, espèce par espèce, avec des critères de durabilité, qui est de dire comment on exploite de manière durable chacun des stocks. On sait aujourd'hui qu'il faut raisonner à l'échelle de l'écosystème, qu'il faut tenir compte de tous les autres impacts, qu'il y a le changement climatique qui commence. Et ces objectifs de gestion, le fameux RMD, je pense, est devenu très, très, très insuffisant. Mais voilà, ça, on en reparlera peut-être un peu plus loin dans la discussion. Est-ce que Anne-Marie, vous voulez intervenir? Oui, alors moi, ce que je pourrais dire, c'est que s'il y a des mesures qui doivent être appliquées, ben d'abord, il faudrait que l'article 17 soit définitivement mis en place une fois pour toutes dans tous les pays, ce qui est loin, loin, loin d'être le cas. Il faudrait, le débarquement des déchets n'a toujours pas été organisé, donc encore aujourd'hui, les rejets, je voulais dire, les rejets ne sont toujours pas débarqués. Donc ça aussi, ça serait quand même une bonne remise à plat. Si les rejets étaient débarqués, on verrait le type de techniques de pêche qui sont vraiment néfastes ou pas, suivant le poisson débarqué et les rejets. Et puis arrêter définitivement les subventions néfastes qui finalement, quoi qu'on édicte comme mesure, atterrissent toujours dans les poches de ceux qui surexploitent les océans. Voilà. Est-ce que je peux rebondir simplement si vous pouvez nous expliquer un petit peu plus par rapport à ce que vous dites sur l'article 17? Oui, alors donc l'article 17 est le fameux article qui nous a tous fait rêver et qui donc prônait une répartition des quotas tournée vers une pêche sélective avec un lien socio-économique fort et surtout, voilà, une pêche très sélective. Et donc, il fallait rétablir cette répartition des quotas vers ces techniques-là. Et au jour d'aujourd'hui, c'est toujours le contraire. Il n'y a qu'à voir l'exemple du thon, par exemple, qui reste l'élément essentiel de la mauvaise répartition des quotas. Chaque année, quand il y a des augmentations, elles vont toujours en priorité dans les mains des seineurs méditerranéens et côté atlantique vers les pélagiques, sachant les rejets occasionnés. Et donc, il n'y a toujours pas de débarquement de ces rejets. Et voilà, le thon en est vraiment un bon exemple.
On vous a perdu, Caroline? Ça y est, c'est bon, je suis revenue. L'article 17, on est d'accord, c'est donc ce que Anne-Marie a expliqué tout à l'heure, mais elle a été coupée. J'ai une question qui est dans le chat et qui dit l'article 17, issu de quel texte exactement? C'était dans la nouvelle PCP de 2012 que cet article avait été édité et mais qui reste à ce jour, qui n'a toujours pas été appliqué dans aucun État membre que je sache, pas du moins pas en France, ni je pense en Espagne, dans les autres pays, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, en Espagne, il y a eu quand même pas mal de contrôles qui a été fait par rapport à cet article et à la fraude qu'il y a eu par rapport à la surpêche. Nous avons une petite question. Je vais faire, Anne-Marie, je vais faire intervenir maintenant Christian de QGIS. Christian? Oui. Vous pouvez allumer votre vidéo aussi. Ça y est, voilà. C'est bon. Donc, alors, par rapport à ce que vous avez dit sur la Méditerranée, en effet, on n'a pas du tout la même embellie, je dirais, que ce qu'il y a en Atlantique, puisque, à part le thon rouge qui s'est reconstitué d'une manière assez rapide vu l'état où il était, les autres espèces sont toujours en effet surexploitées. Et à ça s'ajoute vraiment le problème de réchauffement climatique avec l'apparition d'espèces invasives comme en Languedoc-Roussillon, le crabe bleu par exemple, qui peut poser des gros problèmes s'il prolifère vraiment beaucoup. Sur aussi d'autres espèces par rapport en Italie par exemple, et aussi des espèces comme les algues. Nous avons des algues qu'on appelle des fantômes, nous, puisque c'est des voiles qui s'accrochent sur les filets, qui s'accrochent sur les gorgones et qui tuent, ou du moins qui empêchent vraiment la pêche. Voilà. Donc, il n'y a pas que le problème de ressources, il y a aussi le problème environnemental très fort, lié à la pollution, lié à plein de facteurs. Moi, je voudrais dire, dans les actions qu'il faudrait porter, une des premières actions, ça serait d'adapter les tailles marchandes sur les tailles de maturité sexuelle des poissons, puisque là, on est quand même sur des choses qui sont complètement aberrantes. On nous prône de pêcher ce qui s'est déjà reproduit au moins une fois, et les textes nous donnent l'autorisation de pêcher des poissons qui ont une taille dans laquelle ils ne sont pas encore reproduits. Ceci permettrait, à la lettre de contrôle, autant sur les engins que sur les captures, en effet, d'arriver vraiment à un résultat. Et puis, oui, je reviendrai aussi sur l'article 17 qui, en Méditerranée, même si on n'a pas de quota à part sur le thon, l'espadon et l'anguille, est aussi un texte qui donnait la priorité des subventions aux petites pêches éco-responsables socialement et environnementales. Voilà, chose qui n'a bien sûr pas été appliquée par la France, et je ne sais pas du tout par qui ça a été appliqué d'ailleurs. Voilà. Je vais donner la parole à Alice. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Donc, les trois intervenants précédents ont déjà mentionné beaucoup de choses en ce qui concerne l'évaluation de l'application de la politique commune des pêches. Je vais réitérer vraiment le point premier, le point le plus fort que M. Gasquel a évoqué, c'est vraiment le fait que nous continuons la surpêche dans tous les bassins marins en Europe, même s'il y a eu des progrès dans le Nord Atlantique, on est quand même encore à 38% de stocks en surpêche, et ça c'est pour les stocks pour lesquels il y a eu des évaluations, parce qu'on sait aussi qu'il y a énormément de stocks qui n'ont pas d'évaluation et donc qui sont également dans un mauvais état, en sachant qu'il y avait non seulement une obligation d'arrêter la surpêche à partir de 2015 et au plus tard 2020, donc on est déjà extrêmement en retard par rapport à ça, mais on a également d'autres obligations européennes et internationales qui nous demandaient, qui obligeaient aux États membres d'arrêter la surpêche, notamment au niveau européen, atteindre le bon état environnemental
de la directive cadre pour la stratégie sur le milieu marin en 2020 également, qui comprend également le fait d'arrêter la surpêche, et puis au niveau international, l'objectif de développement durable 14, qui demande aussi l'arrêt de la surpêche en 2020 à tous les États membres de l'ONU. Donc c'est vraiment un échec triple de la part de l'Union européenne et plus précisément des États membres de l'Union européenne de ne pas avoir réussi à atteindre cet objectif. Donc ça, c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte, et c'est la première mesure absolument à mettre en œuvre, c'est d'arrêter la surpêche en prenant des quotas qui correspondent aux avis scientifiques qui nous sont donnés, ce qui n'est pas le cas, et qui sont des décisions politiques des ministres des États membres. Et la deuxième chose que je voudrais mentionner dans le texte de la PCP, ce sont deux provisions pour l'établissement de mesures de conservation de la ressource halieutique et de la conservation des écosystèmes marins. Ce sont les articles 8 et les articles 11 du texte de 2013, et qui ont aussi été très peu utilisés, voire pas utilisés par l'article 8, ou mal utilisés. Et un point commun entre ces deux articles, c'est qu'ils dépendent du processus de régionalisation qui a été inscrit dans la politique commune de pêche en 2013, et qui a déconcentré, on va dire, une partie des décisions au niveau régional, et qui était soutenu par ailleurs par les ONG, par les industries à l'époque. Et puis en fait, ce que ça a mené, c'est que la Commission européenne s'est beaucoup moins impliquée dans les décisions, a eu beaucoup moins de surveillance de ce qui se passait, et donc on a un processus qui est beaucoup moins transparent, et des décisions qui sortent de ce processus qui sont qui ne correspondent pas aux législations environnementales qu'elles étaient censées soutenir. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Je rebondis par rapport à ce qu'a dit Christian par rapport aux tailles et à la maturité sexuelle. J'ai une question, c'est est-ce que ces normes sur les tailles ne sont pas paradoxales lorsqu'on pense aux prises accidentelles? C'est-à-dire un peu paradoxal. Oups, pardon. En fait, quelqu'un me pose la question en disant oui, au niveau de l'attente de la maturité sexuelle, mais de toute façon, même si on attend que le poisson grandisse et arrive à maturité, il y a tellement de prises accidentelles que ça ne changera pas grand-chose. En gros, c'est la question qui est posée. Oui, donc suivant les engins utilisés, il n'y a pas tant de prises accidentelles que ça. Et quand on cible certaines espèces, on adapte la taille de la maille à la taille du poisson qu'on veut prendre. Donc, il y a quand même des moyens de cibler les espèces à une taille qui correspond à la taille de maturité sexuelle, si vraiment cela s'applique, quoi. Je veux bien rebondir aussi sur cette question, parce que je crois qu'elle est vraiment très, très importante, effectivement. Bien sûr, allez-y. Alors, attendez, on me dit qu'il faut que je démarre ma vidéo. Oui, alors je comprends bien les ONG, si j'ose dire, font leur travail quand elles réclament la fin de la surexploitation. Et évidemment, la fin de la surexploitation, elle est absolument souhaitable. Pour autant, il ne faut pas croire que lorsqu'on a atteint le RMD, il n'y a plus de surexploitation, mais il ne faut pas croire qu'effectivement tout va bien. Un stock qui est au RMD, un stock qui n'est pas surexploité, c'est un stock qui est divisé par 2,5 ou 3 par rapport à une situation sans pêche. Donc, l'objectif RMD, il est compatible avec une vision monospécifique, stock par stock, de durabilité. Voilà, c'est un peu technique, mais ça peut se montrer. Il est beaucoup plus discutable lorsqu'on réfléchit à l'échelle du fonctionnement de l'écosystème. Si chacun de tous les stocks exploités est divisé par 2,5 ou 3, c'est réellement le fonctionnement global de l'écosystème qui est atteint. Et alors, pourquoi je dis ça par rapport à la taille? Parce que précisément, une bonne façon de résoudre cette difficulté, c'est de travailler sur la taille de première capture et le maillage des engins. Alors évidemment, il ne s'agit pas simplement d'augmenter la taille minimale légale et puis de dire vous continuez à pêcher comme avant et tous les petits, vous les rejetez morts à la mer. Si on fait ça, on n'a rien gagné, évidemment.
Il s'agit réellement de changer les pratiques de pêche, les maillages, les engins, progressivement. On ne va pas le faire tout du jour au lendemain, hein, mais de façon à avoir une taille qui soit au minimal, une taille de première capture qui soit au minimum la taille de fécondité. On en est très loin dans l'Atlantique et encore plus loin côté Méditerranée. Si on fait ça, ça veut dire qu'on va laisser beaucoup plus de poissons dans la mer. C'est-à-dire qu'au lieu de pêcher les poissons à 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, il n'y en a plus aucun, on va laisser dans la mer les poissons de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on va commencer à les pêcher à 4-5 ans. Et en attendant, ça fera des biomasses très importantes dans la mer. Donc oui, il est possible de pêcher autant qu'aujourd'hui, avec des impacts qui seraient non pas des stocks divisés par 2,5 ou 3, mais des réductions beaucoup plus faibles et finalement probablement beaucoup plus compatibles avec ce que les prédateurs font dans la nature. On reviendrait dans des limites acceptables d'impact à l'échelle du fonctionnement d'un écosystème. Il y a vraiment, alors vous demandiez des mesures, pour moi, la première et la prioritaire, c'est probablement celle-là. Retravailler, réétudier la question. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut la remettre sur le tapis, stock par stock, espèce par espèce. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer cette question de la taille de première capture, des maillages utilisés, des engins utilisés pour laisser plus de poissons dans la mer? Continuer à pêcher autant avec le minimum d'impact sur chacun des stocks. Vraiment, il y a un chantier, il y a des marges de manœuvre considérables. On a montré que sur la morue de mer du Nord, on pourrait pêcher 30% de plus en laissant dans l'eau 2,5 fois de plus qu'aujourd'hui. Donc, je disais tout à l'heure, ça remonte, mais ça remonte à des niveaux où on est encore très bas. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux. On est passé à 150, on peut monter à 300, hein, pas de problème. Il faudra aller sur les maillages. Si je peux me permettre là, de rebondir là-dessus, il y a des techniques de pêche telles le chalut, hein, ça fait des années qu'on entend des millions d'euros mis pour améliorer sa sélectivité. Ça fait au moins 15 ans qu'on entend des études, etc., pour améliorer la sélectivité du chalut. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on n'a toujours pas résolu le problème. Je pense qu'il y a vraiment des techniques de pêche. Alors, je ne dis pas seulement le chalut de fond, hein, mais je pense aussi au chalut pélagique. Je pense qu'il y a vraiment des techniques de pêche qui sont néfastes. Et le fait justement de ramener à terre les rejets, on aurait la preuve justement du gaspillage occasionné par certaines techniques de pêche. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait finalement vraiment, affiner ces recherches pour améliorer l'état des stocks et permettre aux poissons juvéniles d'arriver à maturité sexuelle. Oui, en sachant qu'en plus, la pêche de fond abîme au niveau de la biodiversité les fonds marins. Oui, aussi, après, je ne dis pas qu'il faudrait peut-être interdire absolument le chalut, mais le chalut de fond ou le chalut pélagique reste en tous les cas des techniques relativement dangereuses pour le moins. Et les filets aussi, hein, enfin... Voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Pardon. Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, si je peux juste intervenir, je voulais juste soutenir ce qui vient d'être dit par Anne-Marie Verger sur les techniques de pêche. Évidemment, nous sommes d'accord avec Didier Gasquel sur le besoin d'augmenter la sélectivité et les engins, mais également... je pense qu'il y a besoin de faire une transition vraiment vers une pêche à faible impact, et ça veut dire qu'il y a certaines techniques de pêche qui sont certainement incompatibles avec cet objectif de pêche à faible impact, notamment celle qu'a citée Madame Verger. Et juste pour préciser que par ailleurs, on a des études qui montrent que par exemple l'intensité du chalut de fond est 4 fois supérieure dans les aires marines protégées en Europe qu'en dehors des aires marines protégées. Donc c'est pour montrer qu'aujourd'hui dans les eaux européennes, il n'y a aucune zone qui est épargnée par ces techniques extrêmement destructrices, même celles qui sont censées être protégées contre celles-là. Donc, c'est vraiment une urgence absolue de s'attaquer certainement à ces pratiques les plus destructrices.
Oups. Alors, j'ai pas mal de questions, donc je suis en train de faire un tri. Alors, j'ai une question, je pense que c'est plus à Didier et à Christian. C'est oui, mais avec les limites de taille comme proposé, ne va-t-on pas encourager une sélection artificielle des poissons vers une augmentation des petits poissons qui arrivent à maturité sexuelle trop tôt? Oui, alors je peux réagir à ça. Alors, j'essaie de mettre ma caméra, pardon. Je peux réagir à ça? Non, je pense que c'est exactement le contraire. Si, à l'inverse, on ne commence à pêcher les poissons qu'après qu'ils aient tous pu se reproduire, ça veut dire que tous les génotypes ont pu se reproduire. Si on fait une sélection plus tôt, seuls ceux qui se reproduisent les plus jeunes, les plus vite, vont finalement survivre et on va vers un appauvrissement de la diversité génétique au sein de chacune des populations. Donc, avoir des tailles de première capture supérieures à la taille de maturité, c'est bon pour la quantité de poissons dans la mer, c'est bon pour la sélection génétique et je dirais c'est encore plus bon pour le fonctionnement de l'écosystème et pour les pêcheurs eux-mêmes. Je veux bien rebondir aussi sur ce qui a été dit et sur ce qui a été dit aussi sur l'article 17 tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a la question de l'état de chacun des stocks, plus de poissons dans la mer, mais il y a d'autres questions, celle effectivement de l'impact sur les habitats, celle de l'impact sur les captures accidentelles, sur la biodiversité, sur etc. etc. L'article 17, moi je pense aussi que c'est vraiment un puissant moyen qui n'est pas suffisamment utilisé pour s'attaquer à ces questions-là. L'article 17, il permet de distribuer une partie du quota au prorata des performances environnementales ou sociales, économiques et sociales de chaque flottille. Donc, identifions flottille par flottille les problèmes environnementaux ou les problèmes économiques et sociaux qu'on a et disons, sur cette flottille-là, on va décider que 5%, peut-être quelque chose de symbolique juste pour inciter au début, peut-être 10%, peut-être 20%, va être distribué à ceux qui atteignent tel ou tel objectif. Ces objectifs doivent être discutés entre les acteurs, les pêcheurs, les ONG, etc. etc. Il y a des pêcheries dans le monde où ça se fait. Je connais, moi, des pêcheries où on a décidé de mettre plus de 30% du quota à la question de la réduction des captures accidentelles d'oiseaux marins sur des espèces protégées. Les effets ont été spectaculaires. En quelques années, le nombre d'oiseaux marins capturés a été divisé par 1000. Ça a été extrêmement incitatif. Donc, c'est ce qu'on appelle de la gestion par flottille. La gestion par flottille, c'est utiliser l'article 17 pour s'attaquer un par un aux problèmes qu'on a dans chaque flottille, les problèmes d'impact sur le fond, les problèmes de capture de mammifères ou d'oiseaux, les problèmes de... Voilà, il y a tout un ensemble, et ils sont divers selon les flottilles. Hein. Et ça doit se faire dans un jeu de discussion entre les acteurs pour se mettre d'accord de manière pragmatique sur quels objectifs on donne à moyen terme et quelle partie du quota on consacre à une politique incitative en la matière. Oui, je voyais quelqu'un qui dit l'article 17, il révèle un écran de fumée, mais parce que personne ne l'a utilisé précisément. Il faut l'utiliser. Oui, il faut l'appliquer, il faut le faire appliquer. Oui, alors la question... Hop. La question de la saisonnalité est très importante pour aller au-delà du RMD. Je suis assez d'accord avec ça parce que je voulais poser une question par rapport à la reproduction. Par exemple, en juillet, on voit beaucoup de touristes qui vont pêcher le poulpe, alors qu'on sait qu'en juillet, c'est la période de reproduction des poulpes. Donc, on vient sur les saisonnalités. Je pense que c'est important de mettre des arrêts de pêche pendant la période de reproduction. Qui c'est qui veut intervenir ? Je vais intervenir en tant que pêcheur. La saisonnalité, certains en font justement une manière de consommer. On mange le poisson à cette période parce qu'il y en a, mais s'il y en a, c'est parce que les pêcheurs en prennent, parce qu'il est en période de reproduction et qu'il est regroupé. Donc la saisonnalité n'est pas forcément un gage de durabilité. Et pour revenir sur les tailles de poissons, en tant que pêcheur, on préfère prendre des gros avec des grosses mailles et plutôt que de prendre un tas de petits, même s'ils sont à la taille légale, ça fait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de manutention. Donc voilà, il est certain que ce ne sera pas du jour au lendemain, c'est un passage qu'il faut faire progressivement.
mais il faut arriver en effet à augmenter la taille de ces poissons, au moins à leur maturité sexuelle. Oui, mais si je peux à mon tour intervenir, si tu as fini, Christian, pour dire que, par exemple, en France, au moins les ligneurs de la Pointe-Bretagne, justement, à l'époque de la reproduction du bar, eh bien, depuis déjà plusieurs années, ils respectent un arrêt biologique de plus d'1 mois. Et donc, je veux dire, c'est vrai qu'il y a plein d'exemples comme ça qui pourraient être appliqués. Et parce qu'on a vu donc des ligneurs de la Pointe-Bretagne arrêter de pêcher en période de frai et les pélagiques en profiter pour aller pêcher. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'il y aurait besoin certainement de trouver des périodes de reproduction, d'interdire pendant les périodes de reproduction peut-être la pêche de certaines espèces, surtout si elles sont loin du RMD. Le bar, en tous les cas, ça reste un souci majeur encore pour l'océan, pour l'Atlantique, pour la côte atlantique. Et pour rebondir encore une fois sur ce que dit Madame Verger, je suis encore une fois tout à fait d'accord. Et pour remettre un peu dans le contexte, c'est aussi un énorme problème, la pêche du bar au cours des mois d'hiver, puisque ça entraîne des prises accessoires de dauphins, des dauphins communs de l'Atlantique par milliers, voire dizaines de milliers. L'année dernière, l'Observatoire pélagiste a recensé, a estimé 11 000 morts de dauphins communs à cause de la pêche de décembre à mars, notamment la pêche du bar, mais pas que ça, par les chaluts pélagiques et d'autres, aussi les filets maillants. Mais donc, effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a certaines pêcheries qui ont des arrêts pour respecter les temps de reproduction, mais qu'après, on laisse des pêcheries extrêmement destructrices et non sélectives continuer et qui entraînent une hécatombe complète du dauphin, qui est une espèce non seulement iconique, mais extrêmement importante pour l'écosystème. D'où changer le mode de consommation et quand on va chez son poissonnier, acheter de la pêche durable. Voilà. Je voudrais poser une question plus spécifique maintenant par rapport aux aires marines protégées qui sont censées permettre la conservation de nombreuses espèces. On a vu que les travaux existants sur les AMP les plus anciennes montrent que l'efficacité d'une AMP, d'une aire marine protégée, dépend de son degré de protection, en fait. Dans l'exemple de la Méditerranée, puisqu'on a Christian de Cugis avec nous, qui est à l'origine de l'AMP de Cap-Roux, aujourd'hui, on a 12% des eaux européennes qui sont désignées comme des aires marines protégées, mais en fait, on a l'impression que c'est 12% de papier, puisque seulement 1,8% de ces aires marines protégées disposent d'un plan de gestion. Je me rappelle quand je suis venue à Cap-Roux, on était en train de discuter devant l'aire marine protégée, et quand on s'est retourné, il y avait un petit bateau qui venait pêcher dans l'aire marine protégée. Vous vous rappelez, Christian ? Donc, en fait, ma question, c'est pour les AMP, pour qu'elles soient plus efficaces, plus efficacement protégées, est-ce qu'elles peuvent contribuer à plus de poissons dans les mers? Si oui, comment? Et quel rôle on pourrait donner aux pêcheurs pour qu'ils s'impliquent plus? Ils ont certainement un rôle à jouer dans ces AMP. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de les impliquer plus et pour que ça marche mieux, en fait? Bon, tout d'abord, d'impliquer les pêcheurs, on va partir dans la création d'une AMP, on ne va pas parler de ce qui existe, on y viendra après. Et ça me semble indispensable, parce que les pêcheurs étaient les premiers utilisateurs des zones, et d'abord, c'est eux qui connaissent très bien les zones qui sont intéressantes pour créer une AMP, et donc il faut vraiment les impliquer pour que ce soit du gagnant-gagnant. Ça, c'est la première chose. Donc, nous avons créé à la prud'homie de pêche de Saint-Raphaël en 2003, fin 2003, donc ce cantonnement de pêche, hein, donc, qui est un statut spécifique à la pêche. Donc, c'est une zone de 450 hectares qui est fermée à toute forme de prélèvement, donc qui s'étend de 0 jusqu'à 80 mètres de profondeur, voilà, qui part du littoral sur à peu près 3 km de littoral. On a fait des études, on a financé des études pour voir l'évolution de cette zone. Et en effet,
au bout de 3-4 ans, l'effet réserve s'est mis en place. Et aujourd'hui, on a à l'intérieur de ce cantonnement une biomasse qui est bien supérieure à ce qu'il y a à l'extérieur. Comme vous le disiez, on a été en live, on a vu la problématique de ce genre, enfin, pas de ce genre, mais de toutes ces réserves. C'est les moyens qui sont mis en place pour la surveiller et pour la gérer. À part les parcs, qu'ils soient nationaux ou régionaux, où vous avez des employés, où vous avez du personnel assermenté, tout ça, dans ce genre de cantonnement, 450 hectares, c'est quand même pas petit pour une zone de non-prélèvement total, on n'a pas de moyens. Donc, c'est les services de l'État qui sont en charge de faire la surveillance. Et en fin de compte, ils ont d'autres priorités que de venir surveiller un petit territoire comme ça, un peu loin de leur base et loin de leur mission prioritaire. Donc moi, je dirais que vraiment, premièrement, impliquer les pêcheurs et donc aussi vraiment donner les moyens financiers, bien entendu, mais aussi législatifs pour pouvoir surveiller ces zones. Et qu'est-ce que vous pensez des gardes jurés, en fait? Parce que je sais qu'il existait à un moment donné des gardes jurés, donc un peu comme un garde forestier qui gérait la surveillance des AMP. Est-ce que ça pourrait, on pourrait donner ce rôle-là? Alors, en Méditerranée, il n'y a pas de garde juré pour une raison très simple, c'est qu'il y avait des prud'hommes. Donc, les prud'hommies en Méditerranée existent depuis le XVe siècle. Et en fin de compte, les prud'hommes ont ces pouvoirs de police, même supérieurs à ceux d'un garde juré. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué, à part entre pêcheurs, c'est très compliqué d'exercer ce pouvoir de police. Quand ces textes ont été créés, la mer, il y avait les pêcheurs et les marins de commerce. Il n'y avait pas les plaisanciers, il n'y avait pas les planchistes, il n'y avait pas les jet skis. C'était quand même beaucoup plus simple. Donc, en effet, on a travaillé aussi en coopération sur cette idée de garde juré, puisqu'il y a un nouvel arrêté en France qui permet en Méditerranée d'avoir des gardes jurés comme sur les autres façades atlantiques. Et c'est une piste qu'on suit aussi. Alors, j'ai une question de Jean-Laurent qui dit « Pertinence ou non dans la création de périmètres protégés qui pourraient servir de vivier, voire de réservoir halieutique ?» Exemple des parcs nationaux marins, Port-Cros ou les Calanques, qui calibrent sans faire pâtir l'économie. Donc, vous en pensez quoi? On était justement en réunion hier avec des gens du parc national de Port-Cros. Il faut savoir qu'à Port-Cros, ils n'ont pas 450 hectares qui est protégé pour la pêche. La pêche professionnelle est ouverte à Port-Cros. Il y a quelques tout petites zones qui sont interdites et qui sont réservées aux plongeurs. Alors bien sûr, avec des règles qui sont un peu plus strictes que ce qui se passe autour, et avec un nombre de pêcheurs et de matériel qui est réglementé, mais ce qui prouve bien que pêche professionnelle bien gérée et zones marines protégées ne sont pas incompatibles. Je vais demander maintenant l'avis à Anne-Marie par rapport aux aires marines protégées. Si je comprends bien, les aires marines protégées ne sont pas forcément un sanctuaire pour les poissons, puisque si j'ai bien entendu tout à l'heure, je ne sais plus qui disait qu'il y avait des chalutiers qui allaient pêcher dans ces aires marines-là. Et est-ce qu'il y en a suffisamment d'établis? Est-ce qu'elles sont vraiment, est-ce que c'est vraiment respecté? Enfin, j'ai des grands doutes sur le fait qu'elles soient vraiment, qu'elles correspondent vraiment à ce pourquoi on les a créées. Voilà. Didier, vous voulez intervenir? Oui, je veux bien. D'abord pour dire que les aires marines protégées sont vraiment un élément essentiel de la réconciliation entre l'exploitation et la conservation. On en a évidemment absolument besoin. Deuxièmement, pour dire que
elles ne sont pas là pour remplacer la bonne gestion des pêches. Rien ne serait pire qu'une situation dans laquelle il y aurait 20% de la mer, et alors encore pire si c'est 1,8%, qui serait correctement protégée, et partout ailleurs où on ferait n'importe quoi. Donc, elles doivent être, les aires marines protégées doivent être, faire partie d'une stratégie globale qui doit concerner 100% de l'espace maritime. Ça, c'est la première chose à dire. Il y a trop souvent des discours qui consistent à dire la gestion des pêches, ça ne marche pas, donc faisons des aires marines protégées et d'opposer l'un à l'autre. L'un ne s'oppose pas à l'autre, ce doit être des outils complémentaires. Enfin, la dernière chose, c'est vous l'avez bien dit, en réalité, les aires marines protégées, le niveau de protection est extrêmement faible, non pas parce qu'il y a de la fraude, peut-être qu'il y a des endroits où il y a aussi de la fraude, mais tout simplement parce que la réglementation ne prévoit pas du tout qu'une aire marine protégée soit une zone de réserve. D'ailleurs, à la limite, j'ai envie de dire, il y a peut-être même des endroits où c'est normal. Lorsqu'on met une zone Natura 2000 pour des oiseaux, peut-être qu'il n'y a pas de raison d'appliquer des restrictions à la pêche. Mais bien sûr, à l'inverse, il y a beaucoup d'endroits où on prétend protéger les habitats, où on prétend protéger les espèces marines en général. Et le grand mot d'ordre pour moi, c'est comment on renforce la protection dans les aires marines protégées en mettant en place des vrais plans de gestion. Peut-être pas en faisant des zones de réserve intégrales partout, mais déjà, par exemple, si on imaginait que les engins les plus impactants sur les fonds marins étaient interdits dans toutes les aires marines protégées qui ont précisément comme vocation de protéger les habitats, je vous garantis qu'on changerait déjà la réalité de pas mal d'aires marines protégées. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'aires marines protégées sont des aires marines de papier. On évoquait tout à l'heure l'article de mon collègue Joachim Claudet qui montre qu'actuellement, on chalute plus dans des aires marines protégées qu'en dehors, ce qui est quand même absolument paradoxal. Il faut renforcer, voilà, il faut renforcer la protection, c'est très clair. Alice, vous voulez intervenir par rapport aux aires marines protégées ? Oui, merci. Beaucoup de choses ont été dites et effectivement, je suis relativement d'accord avec ce que Didier Gasquel vient de dire sur les niveaux de protection. Effectivement, le gros problème des aires marines protégées aujourd'hui partout en Europe, c'est que la plupart du temps, ce sont des aires marines protégées de papier. Il n'y a pas de réglementation qui existe pour réguler les différentes activités et notamment la pêche, les techniques de pêche, peu importe quelques techniques de pêche dont on parle. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des techniques très destructrices qui se passent dans des aires marines protégées qui sont mises en place pour protéger vraiment des sites iconiques. Par exemple, il y a le grand site de la mer du Nord de Dogger Bank, dans lequel on a encore des techniques de pêche destructrices qui se passent dans plus de 95% du site. Là où, par contre, je diffère un petit peu avec M. Gasquel, c'est que je pense que peu importe ce qu'on essaye de protéger dans une aire marine protégée, je pense qu'une réglementation des techniques de pêche est toujours nécessaire, même quand on veut protéger des oiseaux ou des espèces spécifiques. Mais bon, ça, c'est un détail. Donc, vraiment, c'est une priorité absolue. L'Union européenne va certainement s'engager à protéger à demander jusqu'à 30% de protection de ces eaux en aire marine protégée, mais cela ne veut rien dire si derrière, il n'y a pas une obligation d'avoir une protection haute, voire complète de ces zones, c'est-à-dire limiter les activités économiques qui s'y passent, dont la pêche, n'autoriser que des activités vraiment à faible impact, voire pour 10%, voire 15%, voire la moitié de ces zones, arrêter complètement les activités économiques pour permettre une restauration des écosystèmes marins et une restauration de la ressource halieutique. Je voudrais rajouter quelque chose sur les aires marines protégées. C'est un outil parmi d'autres pour avoir un bon état de la ressource, mais ce n'est pas la solution miracle non plus. Aires marines protégées, oui, mais il faut continuer à travailler et à limiter la pollution, le braconnage et d'autres choses qui ont des impacts vraiment négatifs sur la ressource. Voilà, c'est un outil et ça fait partie d'une boîte à outils. Voilà. Alors, j'ai Pierre Karnesking, qui est président de la commission pêche, qui est avec nous et qui est connecté, qui voulait poser une question, donc je vais lui ouvrir le micro. Vas-y, Pierre. Bonjour Caroline, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Très bien. Alors, je ne sais pas si on me voit. Moi, je ne me vois pas et je ne vois pas de petits trucs allumés pour dire que mais c'est pas très grave si on ne me voit pas. L'essentiel, c'est qu'on m'entende. Déjà, merci Caroline et merci à toutes celles et tous ceux qui participent à ce webinaire. C'est très intéressant et je crois que c'est très important que nous puissions
avoir ces échanges, ces débats. Nous avons beaucoup déjà d'échanges au sein de la commission pêche, puis on a eu l'occasion de voir les uns et les autres. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai juste des questions à poser. Enfin, une des questions qu'on a, et Caroline, on en a déjà parlé, c'est comment est-ce qu'on emmène tout le monde, entre guillemets, avec nous dans ces réformes. Hein, comment on fait pour convaincre les uns les autres. Et puis moi, j'ai une question très particulière. Didier Gascuel a parlé du fait que le RMD n'était pas forcément la panacée. Comment est-ce qu'on fait en sorte, et donc on évoque le rendement maximum économique, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc c'est pêcher autant, mais avec une biomasse plus importante. Moi, la question que je me pose, parce que durable, ça veut dire économique, environnemental et social. Comment on fait aussi pour faire en sorte que le poisson soit abordable et que les restrictions qu'on se met au niveau environnemental, au niveau européen, ne se traduisent pas par plus d'importations. Est-ce que le rendement maximum économique permet bien de pêcher autant et donc ne se transforme pas en je pêche moins, donc j'importe plus, ou je pêche moins, donc le poisson est plus cher, même si c'est peut-être quelque chose qu'il faut voir, hein, et estimer, mais enfin, il y a un enjeu social. Donc voilà, ma question, est-ce que le rendement maximum économique est une solution qui prend en compte bien les enjeux économiques, environnementaux et sociaux sur des poissons abordables? Désolé d'avoir été long, et merci Caroline encore. Je t'en prie, pas de souci. Qui c'est qui veut répondre? Didier? Oui, moi je veux bien. Alors, merci Pierre pour ces questions. Oui, on peut aller au-delà du RMD. Je pense qu'il faut aller au-delà du RMD parce que c'est une vieille norme qui est monospécifique et qui n'est plus adaptée ni à l'approche écosystémique ni aux enjeux du changement climatique. Il ne faut pas attendre pour aller plus loin dans la constitution des stocks qu'arrivent les grandes catastrophes du changement climatique. Voilà, on va les avoir. La température monte, l'oxygène diminue, le pH augmente, les vagues de chaleur en milieu marin, elles commencent à faire des dégâts et elles peuvent faire des dégâts. Donc il faut s'y préparer. S'y préparer, c'est reconstruire des écosystèmes plus résilients. Et reconstruire des écosystèmes plus résilients, c'est laisser plus de poissons dans la mer. Voilà. Bon. Alors, et ça, il faut aller au-delà du RMD. Il y a deux manières pour le faire. L'une, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de travailler sur les maillages. C'est-à-dire que quand on travaille sur les maillages, sur les tailles minimales de première capture, on change de courbe et on peut, oui, pêcher autant, voire dans certains cas un peu plus qu'aujourd'hui, avec des quantités de poissons nettement plus importantes dans la mer. Donc ça, c'est un premier élément. Il faut savoir que quand l'Europe a décidé de passer à cette fameuse gestion RMD, les scientifiques, le Conseil scientifique technique et économique des pêches de l'Union européenne dont je fais part, mais beaucoup d'autres, hein, ont dit c'est quand même bizarre de mettre en chantier cette gestion RMD sans réfléchir en même temps à la question de la sélectivité en taille, des maillages, etc. Donc vraiment, ça, il est temps de le faire et j'insiste sur le fait qu'il y a des marges de manœuvre absolument considérables. Pas toutes, partout dans les mêmes proportions, ça va dépendre des cas, il faut le regarder cas par cas. Mais à partir du moment où on dira aux scientifiques, dites-nous comment pêcher avec le minimum d'impact, je vous garantis qu'ils vous proposeront des choses intéressantes. Et puis alors, pour aller dans le même sens, oui, je crois que le fameux MEY en anglais ou rendement maximum économique en français, c'est mieux. Ce fameux RME, si on veut parler français, aujourd'hui on parle français, c'est un effort un peu plus faible, où vous avez raison, on va pêcher un petit peu moins, 90-95% du maximum. Mais comme on va diminuer l'effort de pêche, on va dans le même temps diminuer les coûts d'exploitation. Donc ce rendement maximum économique durable, comme son nom l'indique, c'est là que les pêcheries sont les plus profitables. Donc, c'est d'abord de l'intérêt des pêcheurs d'avoir des pêcheries plus rentables en ce point-là. Et puis, puisque l'effort est plus faible, c'est aussi des pêcheries qui laissent, elles aussi, plus de poissons dans l'eau. Donc, j'ai envie de dire, dans le cas présent, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Si l'Europe veut être forte, la meilleure façon d'être forte en matière d'économie, c'est d'avoir des pêcheries rentables, c'est d'avoir des stocks en très bon état et des écosystèmes résilients. Pour une fois, l'écologie et l'économie vont main dans la main, à condition qu'on réfléchisse un peu sur le long terme. Alors moi j'ai une question idée, je vais réagir un petit peu, c'est comment calculer les stocks au MSY, au rendement économique?
Alors, ça, c'est une grande question. Il y a des pays qui ont décidé de faire ça. Et à peu près tous sont arrivés à la conclusion suivante, c'est qu'on pouvait réellement faire un calcul de nature économique uniquement dans des pêcheries assez simples, pour le coup monospécifiques. On revient à une pêcherie qui n'exploite qu'une espèce, avec des engins, et là, on peut faire des bilans économiques. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on a des pêcheries plurispécifiques. Et tout ce que les grands pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et d'autres encore ont fait dans ces cas-là, c'est qu'ils ont dit, puisqu'on n'est pas capable de le calculer espèce par espèce, on va simplement dire que l'objectif n'est pas la biomasse ou RMD, mais on va viser une biomasse un petit peu supérieure, 1,1, 1,2 fois le RMD, ou bien la fameuse pression de pêche. On va viser une pression de pêche un peu inférieure au fameux RMD, par exemple 90% du FRMD actuellement. Donc voilà, ce sont des proxys, des ordres de grandeur, mais on sait qu'ils vont globalement dans le bon sens. Je peux même ajouter une chose. Actuellement, lorsqu'il y a des plans de gestion à long terme, l'Europe admet, et c'est assez raisonnable, qu'il y ait une marge. On ne peut pas tous les stocks les mettre exactement pile poil à une limite. Voilà, la nature ne sait pas obéir à ça. Donc aujourd'hui, l'Europe a adopté une norme qui est on peut être un peu au-dessus ou un peu en dessous de la fameuse pression au RMD. Et moi, je dis, on devrait avoir comme plage, oui, pour une plage, mais une plage qui, au lieu d'être 10% au-dessus, 10% en dessous, prenons une plage qui soit 20% en dessous et le RMD comme limite absolue à ne jamais dépasser et une cible qui soit un petit peu inférieure et qui finalement s'approche du fameux rendement maximum économique. Oui, tout à l'heure, je disais MSY, c'est MEY, c'est rendement économique. Voilà. Est-ce que Anne-Marie ou Alice ou Christian, vous voulez réagir par rapport à ça? Moi, si je peux réagir par rapport à la question de M. Karleskind, j'ai juste un point à faire et qui, je ne sais pas s'il sera extrêmement populaire dans cette intervention, mais je pense qu'il faut aussi poser la question de la consommation et du niveau de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose pour la consommation de la viande et la réduction de la consommation, et je pense qu'il est nécessaire de se la poser également pour le poisson. On sait, par exemple, en regardant les statistiques, qu'aujourd'hui, la consommation moyenne de poissons par habitant par pays européen est supérieure aux recommandations sanitaires de l'OMS, par exemple. Donc, voilà, je pense que c'est nécessaire, effectivement, de poser aussi cette question. Est-ce que nous consommons peut-être trop de poissons, peut-être sous des formes différentes? Est-ce que nous ne devrions pas consommer le poisson différemment également, mieux, voilà, plutôt que sans y réfléchir. Voilà. Moi, je voudrais aussi rajouter qu'il faut peut-être aussi consommer d'autres espèces de poissons, parce qu'on est toujours sur, même chez nous en Méditerranée, sur des espèces emblématiques, alors qu'il y a une multitude d'espèces qu'on a même du mal à commercialiser. Mais voilà, il faut peut-être penser protéines avant gastronomique. Donc voilà, c'est aussi un changement dans les modes de consommation qui est à revoir. Et nous travaillons aussi avec, alors bien sûr en Méditerranée, c'est des petites productions, des petits bateaux, surtout en ce qui concerne la région sud. Mais on travaille, il y a des pêcheurs qui ont déjà commencé à transformer une partie de leur pêche justement pour amener une plus-value et pour justement diminuer l'effort de pêche tout en gagnant la même chose. Et ça aussi, c'est une voie qu'on essaye de mettre en place. Alors, par rapport, c'est une question pour Didier, par rapport à une pêche rentable. Donc, oui, pour une pêche rentable pour les pêcheurs, mais est-ce qu'elle est intéressante pour les industriels qui veulent fournir du volume à une demande toujours croissante? Oui, alors c'est vrai que la demande est croissante et on consomme aujourd'hui beaucoup plus que ce qu'on produit dans les eaux européennes. On importe 2 poissons de pêche pour un poisson de pêche pêché dans les eaux européennes. Et je ne parle pas de l'aquaculture qui importe aussi énormément. Donc d'une certaine manière, je partage ce que dit Alice Belin quand elle dit il faut aller vers des modes de consommation plus durables qui passent probablement par le fait de consommer moins et mieux de poissons. J'aime bien ce mot d'ordre de certaines ONG, le poisson est une fête à consommer voilà, en étant quelque part prêt à payer le prix de la durabilité. Donc,
je pense qu'il y a vraiment un débat aujourd'hui sur les modes de consommation, pour consommer du poisson durable, pour le consommer en quantité raisonnable, pour le consommer de manière d'abord locale, effectivement, hein, comme dans d'autres produits. Consommer local, c'est bon, pas seulement pour l'économie locale, mais c'est bon globalement pour l'environnement. Donc voilà. Alors, ça va à l'encontre des intérêts peut-être de certains industriels. Oui, c'est fort possible, je ne vais pas le nier. Je pense que les industriels se posent aussi la question de répondre à des demandes des consommateurs. Donc, il y a quelque part une responsabilité du consommateur dans son acte d'achat, qui ne remplace pas la responsabilité du politique. On ne fera pas tout avec le pouvoir des consommateurs. Mais le pouvoir des consommateurs, il a un rôle à jouer très important à ce niveau-là, bien sûr. Alors, moi, j'ai une petite question par rapport accords de pêche, des accords de pêche tonniers, on va dire, dans l'océan Indien. Et je me dis que bon, c'est une belle vision, à condition de faire un paradis des eaux européennes qui tient en approvisionnant le marché de l'Union européenne par des importations importantes. Donc, je me dis, est-ce que le risque, c'est pas que l'Union européenne importe les surpêches? Ah, mais c'est un risque tout à fait évident. Je pense que l'Europe importe de la surpêche. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Oui, oui. Voilà. Alors, bon, l'Europe essaye de s'ériger ou de jouer un rôle dans la pêche dans la lutte contre la pêche illégale, etc., etc. Ça va globalement dans le bon sens, mais je ne fais, en tout cas, c'est pas moi qui fais des eaux européennes un paradis. Hein. L'Europe a, je pense, au contraire, été longtemps le mauvais élève, au moins dans la classe des pays développés, en matière de gestion des stocks halieutiques ou d'impact de la pêche sur les écosystèmes. Bon, aujourd'hui, il y a des impacts très très forts, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Il y a des impacts très forts, souvent, alors en particulier en Afrique, de la part des flottilles qui viennent piller les eaux de ces pays-là. Et parfois avec des accords de pêche qui, malheureusement, ne sont pas très vertueux. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que Anne-Marie, vous voulez intervenir par rapport aux AMP ou Alice ou Christian? Comme ça, je passe un petit peu sur un autre thème ensuite. Bon, moi, par rapport aux AMP, j'ai dit tout à l'heure ce que j'avais à dire. Hein, que je pense qu'elles ne remplissent pas le rôle qu'elles devraient. Et par contre, je suis d'accord avec ce que vient de dire Didier pour dire que l'Europe, qui se dit très vertueuse en matière de politique de pêche, eh bien, fait ailleurs, dans les pays tiers, comme l'Afrique ou comme ça, en effet, n'a pas toujours une politique très vertueuse. Voilà. Et qu'en plus, les subventions qui sont souvent accordées pour justement les pays africains retombent bien souvent finalement dans les poches des Européens par le biais de leur jonglerie financière. Oui, c'est pour ça que sur les accords de pêche, il faut vraiment voir, et sur les fonds qui sont attribués, vraiment voir à quoi sert l'argent distribué justement sur ces accords de pêche, qu'elles aillent bien sur les projets qui sont à financer. Si je peux ajouter, enfin, là, plus généralement, vous avez posé la question des AMP. Je veux juste peut-être faire un complément, encore une fois, en soutien à ce qu'a dit Didier Gascuel précédemment, que la question de la gestion des AMP est effectivement extrêmement importante, mais même si on arrivait à 30% d'AMP en protection haute ou complète, il est absolument nécessaire de bien gérer le reste de l'espace maritime, les 70% qui restent. Et pour ça, on a des législations qui existent, notamment la directive 4 sur la stratégie pour le milieu marin, qui impose aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le bon état environnemental, bon état écologique des eaux en 2020, ce qui ne va pas se passer, et qui couvre un très grand nombre de pressions, notamment la pêche, mais aussi les pollutions qui viennent
de l'intérieur des terres, la pollution plastique, la pollution chimique, aussi la pollution par le bruit sous-marin qui est aussi pollution invisible mais très importante et très impactante. Et donc, voilà, pour la reconstitution aussi des stocks de pêche ou des populations de poissons, pardon, qui sont des éléments intégraux d'un écosystème marin en général, il est nécessaire absolument de se pencher sur ces autres pressions et d'avoir une approche écosystémique à la gestion des activités maritimes et des activités côtières qui ont un impact sur le milieu marin. Vous parlez de pollution et je voulais attaquer le sujet justement sur la pollution et le changement climatique. Si la surpêche est un facteur majeur sur l'érosion de la biodiversité marine, on doit évoquer le changement climatique, l'acidification des océans, la pollution marine liée aux activités humaines, et microplastiques, tout ce qui est crème solaire, etc. etc. Plus de poissons dans les mers, ça veut dire aussi s'attaquer à ces problèmes. En fait, quelle priorité vous identifiez-vous et comment est-ce qu'on pourrait y remédier et quelles approches seraient à adopter par rapport à ça? Qui c'est qui veut intervenir? Bon, moi, je veux bien. Oui, alors la question du changement climatique est vraiment une question majeure et je pense encore beaucoup trop sous-estimée. Hein. Bon, il est vrai que les impacts sur la biodiversité marine, c'est ce que disent les rapports internationaux d'IPBES, hein, depuis la dernière guerre mondiale, ça a d'abord été des impacts de la pêche. Mais on sait que le changement climatique est en train de démarrer, d'avoir déjà des impacts et qu'il est amené clairement à devenir la première cause d'impact dans les écosystèmes marins. On a déjà des changements, les eaux de mer ont déjà gagné 1 degré, elles ont déjà perdu 2% de leurs oxygènes, le pH a déjà augmenté de 30% et ça a déjà des répercussions sur le vivant. On voit les espèces se déplacer ou l'aire de répartition des espèces se déplacer vers les pôles. Il ne fait par exemple aucun doute que l'effondrement des stocks de morues en mer du Nord ou en mer Celtique est pour partie lié à la surpêche, mais pour partie aussi et de manière très significative liée au changement climatique. Et tout ce que nous disent les modèles, de plus en plus fiables, hein, c'est qu'on sait très bien où on va, au moins dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, c'est déjà joué, on a des prédictions extrêmement fiables, qui, je dirais, ne dépendent déjà plus de ce qu'on va faire en matière de réduction de nos gaz à effet de serre. La machine climatique de l'océan, elle est lancée déjà au moins pour 20 ans. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très, très important pour après. Est-ce que dans 20 ans, on va arriver à ce que la longue dégradation s'arrête ou est-ce qu'au contraire, elle va s'accélérer? Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai envie de dire, malheureusement, la première chose qu'il faut faire, c'est lutter contre le changement climatique, c'est-à-dire réduire nos émissions de CO2. Tous les scientifiques qui travaillent sur l'écologie, mais que ce soit des espèces marines ou terrestres, hein, commencent par dire la première chose à faire, c'est qu'il faut lutter contre le changement climatique. Si on est dans le scénario du pire, on sera capable de rien gérer du tout derrière. On sera dans des situations de crise répétées qui feront que ça sera très difficile de gérer. Si on arrive à limiter nos gaz à effet de serre, il faut en plus s'adapter et adapter les différents secteurs économiques et la pêche en particulier. Et je pense que ça, c'est réfléchir un petit peu à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la résilience. C'est-à-dire la durabilité, pour moi, n'est plus le mot-clé. Le mot-clé, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité des écosystèmes, mais aussi des sociétés humaines. C'est-à-dire que je partage complètement ce qu'a dit Pierre Cavency sur le fait qu'il faut mobiliser les acteurs sur la pêche durable, mais aussi sur la résilience, sur ces enjeux-là, pour s'adapter, pour se préparer, pour entraîner tout le monde. Si je peux intervenir à la suite de Didier. Donc, encore une fois, merci Didier pour cette excellente intervention sur laquelle je suis bien d'accord. Et si je peux complémenter, je pense qu'il y a aussi une question vraiment de gouvernance au niveau national, au niveau européen, et d'intégration des acteurs qui travaillent sur différents sujets pour s'occuper de la santé de l'océan, de la santé de la mer. Aujourd'hui, on voit qu'on a une gouvernance qui est très fragmentée. Les ministères de la pêche ou parfois de l'agriculture, comme c'est le cas en France, qui s'occupent de la question de la pêche, alors que le ministère de l'Environnement qui est en charge, par exemple, de la mise en œuvre de la directive 4 sur la stratégie marine.
qui est une directive extrêmement holistique qui demande d'avoir une vision beaucoup plus globale et une discussion avec des acteurs de tout secteur ensemble. Et donc, voilà, il y a vraiment un problème de gouvernance aujourd'hui de fragmenté. C'est le cas aussi au niveau européen, c'est le cas aussi au niveau international. Et les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui sont tels qu'il y a besoin vraiment d'un dialogue concerté et d'une vision unique sur le rétablissement de la santé de l'océan et de la mer. Au niveau de la pollution, j'ai aussi une question par rapport à l'aquaculture, puisque on parle beaucoup d'aquaculture en ce moment. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a aquaculture et aquaculture. Ça dégage énormément de pollution par rapport aux excréments, etc. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Alice ? Oui, enfin, donc effectivement, nous regardons aussi la question de l'aquaculture, puisqu'il y a effectivement un risque, ou en tout cas une possibilité que si on réduit l'effort de pêche sauvage, on se dirige vers une production en aquaculture pour maintenir le niveau de production de poissons en Europe, d'où la question du niveau de consommation. Et puis, on sait aussi qu'on importe également énormément de produits issus de l'aquaculture en international. Et donc, il y a des techniques d'aquaculture qui sont beaucoup moins impactantes que d'autres. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut absolument travailler, parce que l'aquaculture en soi n'est pas une technique durable ou peu impactante. Ça peut avoir énormément d'impact, de pollution, comme vous venez de l'expliquer. Donc, c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille. Une différence assez fondamentale avec la pêche, c'est que l'Union européenne n'a pas de compétences exclusives sur les productions aquaculture. C'est les États membres qui ont vraiment la responsabilité. Et voilà, donc l'Union européenne, disons la Commission européenne a peu de marge de manœuvre à ce niveau-là. Elle peut fournir des guidelines pour encourager le développement dans certains secteur. Elle a aussi une influence financière. Donc, c'est aussi une question d'orienter les financements vers des pratiques qui sont non impactantes, voilà, et non polluantes. Et ça, c'est extrêmement important. Ça le sera de plus en plus si l'aquaculture est notamment poussée encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce que Anne-Marie, vous voulez prendre la parole ? Oui, justement. L'aquaculture, malheureusement, reste en effet une grosse source de pollution. En plus, si j'ai bien cru comprendre, au niveau des saumons, voilà qu'on entend qu'il y aurait des saumons transgéniques, trisomiques. Enfin, on en arrive à de ces aberrations. Et donc, on sait, au-delà de ça, la pollution que ça peut engendrer. On sait aussi que ces poissons qui, à force de subir des modifications génétiques pour certains, s'ils sont relâchés dans le milieu marin, peuvent créer des ordres qu'on peut peut-être même pas soupçonner. Et puis, je pense que en résumé, l'aquaculture aussi, une aquaculture intensive et trop poussée, trop développée, conduirait à la fin du milieu du monde de la pêche. Je veux dire, tout comme il y a de l'élevage aujourd'hui sur Terre, un jour, à force d'avoir peut-être des élevages marins, il n'y aura plus de pêcheurs. Et quand je vois qu'en plus, pour des poissons d'élevage, il y a une appellation bio qui leur est octroyée, et que nous, notre poisson sauvage, lui, ne peut pas avoir cette appellation bio, des fois, ça me révolte un petit peu. Oui, je comprends. J'ai une question de Facebook de Christine qui dit « Pensez-vous que les élevages de poissons peuvent protéger nos océans ?» À mon sens, pas du tout. À mon sens, voire tout le contraire. Sachant qu'en plus, pour engraisser en moyenne d'1 kilo un poisson d'élevage, il faut lui donner 3 à 5 kilos de poisson sauvage. Et je crois, j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de 50%
de la pêche mondiale qui était donc réduite en farine pour nourrir les poissons d'aquaculture. Non, 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 au contraire, c'est une aberration. 25%, ce qui est déjà pas mal, hein, effectivement. Bon, merci de me reprendre. Mais oui, oui, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a toute une forme d'aquaculture qui se nourrit de farine de poisson. C'est le cas à peu près de tous les poissons que nous consommons aquacoles en Europe, hein, le saumon, la truite, le bar, etc. Lorsqu'on consomme ces poissons d'élevage, on aggrave les problèmes de surpêche. C'est vrai aussi des crevettes, voilà. Alors effectivement, il faut inventer d'autres formes d'aquaculture vertueuses pour répondre à une demande, mais pour l'instant, ce n'est pas celle-là qui se développe le plus rapidement, notamment en Europe, malheureusement. Hein. Oui, pour rebondir sur l'aquaculture, donc en France, l'aquaculture marine, elle vient surtout de Méditerranée. Et nous travaillons avec le CNRS sur une alternative à l'alimentation qu'on appelle alicament, justement pour réduire la part de poissons, de farine de poisson, qui est quand même obligatoire dans l'élevage de poissons d'aquaculture, parce qu'aujourd'hui, en France, on élève toujours que des carnassiers, que des carnivores. C'est un peu, je fais toujours le penchant avec les vaches et les moutons dans les champs. Si on faisait la même chose à terre, on élèverait des tigres et des lions. Et donc, on travaille sur cet alicament à base de farine d'insectes pour réduire justement la part de poissons sauvages, et avec d'autres éléments aussi, comme la spiruline. Et voilà, pour mettre en place un aliment pour l'aquaculture de demain. Et je reviendrai rapidement sur la pollution plastique. Nous, les pêcheurs, c'est surtout celle-là qui nous est la plus impactante. Et bien entendu, quand je vois qu'il est très difficile d'interdire le plastique d'une manière brutale et définitive, je rappelle qu'à cause d'un petit virus, on a quand même mis la moitié de la planète en confinement. Je ne vois pas pourquoi on n'arrêterait pas le plastique du jour au lendemain, et les industriels devraient s'adapter comme ils s'adaptent aujourd'hui à la crise que nous traversons. Alors, on a été coupé, Christian. J'ai une question de François-Xavier Bellamy qui n'a rien à voir avec la question de la pollution, mais c'est une question par rapport à l'éolien. Sa question, c'est quel est l'impact de l'éolien en mer sur les populations de poissons et la vie marine? Et si cet impact est négatif, le risque serait que la lutte absolument impérative contre le réchauffement climatique conduise à d'autres dommages écologiques sur la biodiversité en mer. François-Xavier Bellamy est shadow rapporteur sur mon rapport d'initiative. Qui c'est qui peut répondre? Moi, je veux bien tenter un début de réponse et puis peut-être si d'autres pourront complémenter. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a eu un énorme élan pour la mise en place de parcs éoliens, notamment en mer du Nord, on le voit, c'est très clair, et puis un peu partout dans les eaux européennes. Et c'est évident qu'il faut être attentif aux impacts que ce développement va avoir sur les écosystèmes marins, d'où l'importance d'avoir une approche fondée sur les écosystèmes pour l'implantation de ces parcs éoliens, c'est-à-dire avant même leur construction, vraiment faire une évaluation de l'écosystème pour savoir dans quel endroit ils doivent être placés pour avoir le moindre d'impact sur tous les éléments, donc les poissons, mais évidemment aussi les oiseaux et les autres cétacés, les autres espèces migratoires. Après, et donc ça c'est quelque chose auquel, par exemple, nos ONG, on est extrêmement soucieux et on suit les développements de l'éolien, on participe pour être sûr qu'on effectivement, on n'ait pas des impacts plus négatifs avec le développement de ces énergies renouvelables qui sont quand même aujourd'hui vraiment nécessaires dans le contexte du changement climatique sur les écosystèmes marins. Après, ce qu'on voit aussi avec donc la phase de construction peut avoir des impacts assez importants, notamment en ce qui concerne le bruit sous-marin, par exemple, qui cause beaucoup de perturbations.
Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'une fois que les parcs éoliens sont installés, ce sont des zones dans lesquelles il n'y a pas de pêche, les pêcheurs ne vont pas, il n'y a pas de pêche industrielle, et donc on voit des habitats qui se restaurent, on voit des espèces qui reviennent. Donc voilà, je n'ai pas de statistiques vraiment précises pour montrer les bénéfices par rapport au coût sur la vie marine. C'est sûr qu'il y a des impacts, mais on voit également des bénéfices. Donc voilà, mais c'est quelque chose qu'on suit de près. Alors, je vais juste, puisqu'on arrive sur la fin, donc on va faire une conclusion. J'ai juste une question à tous les intervenants. En fait, ma question, c'est pour vous, la mesure essentielle, c'est quoi? Alice, vous voulez intervenir? J'espère que vous passeriez à quelqu'un d'autre. On en a déjà évoqué énormément. Pour moi, je dirais en priorité, en urgence, c'est quand même arrêter la surpêche et donc mettre des quotas au niveau du RMD, même s'il est insuffisant, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose à faire immédiatement, c'est quelque chose à faire hier. Donc ça, c'est la mesure absolue. Et puis, les aires marines protégées, les 30% à venir, mais celles qui existent aujourd'hui, adopter la réglementation qu'il faut pour réguler les activités économiques dans ces aires marines protégées pour avoir des vrais gains de conservation. Aujourd'hui, comme elles ne sont pas régulées, il n'y a pas de gains de conservation, on ne voit pas vraiment l'impact bénéfique qu'elles peuvent avoir. Merci. Anne-Marie, la mesure essentielle? La mesure essentielle, c'est comme je disais au départ, hein, les mesures essentielles seraient dans l'application de l'article 17 déjà. Obliger ce fameux débarquement des rejets afin de voir justement quelles sont les techniques les plus néfastes et arrêter avec des subventions qui encouragent la surpêche. Voilà. Didier, la mesure essentielle? Oui, alors, mesure essentielle. Avant de vous donner ma mesure essentielle, je vais revenir sur ce que disait Pierre Karlinski qui me semble important, c'est si on veut une pêche durable et si on veut plus de poissons dans la mer, il va falloir entraîner tout le monde. Il va falloir entraîner la petite pêche côtière dont on a parlé, qui a beaucoup d'avantages écologiques, économiques et sociaux, mais il va falloir entraîner toute la pêche, parce que la petite pêche côtière, elle fait que 14% des captures. Donc il faut entraîner toute la pêche, et Dieu merci, il y a déjà parmi les grands bateaux des gens qui développent des pratiques vertueuses. Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est plus compliqué que ça, et on a besoin aussi de mettre de la durabilité dans la pêche au large. Du coup, la mesure, moi, qui me paraît essentielle, c'est de dire, allez, tous les quotas de pêche, on décide que 10% du quota est attribué en fonction de critères économiques, environnementaux et sociaux. Et on intègre ça dans la négociation des plans de gestion de pêche à long terme. C'est-à-dire qu'avec tous les acteurs, avec les scientifiques, avec les représentants des professionnels, avec les ONG, avec les politiques qui sont là pour assumer une responsabilité, on décide pêcherie par pêcherie, stock par stock, quel est le problème auquel on veut s'attaquer et à quoi sont consacrés, sur quelles politiques incitatives sont mis ces 10% des quotas de pêche sur tous les stocks. On résoudra plein de problèmes petit à petit, on entraînera tout le monde vers le haut. Et Christian, donc la mesure essentielle? Moi, je dirais tout simplement faire appliquer la réglementation qui existe déjà aujourd'hui. Ça serait déjà pas mal, en particulier au niveau de la Méditerranée. Je ne me prononce pas pour les autres façades. Et voilà, qu'en Méditerranée, toute la Méditerranée, on applique la réglementation qui existe déjà aujourd'hui et on aura fait un grand pas en avant. Eh bien, merci à tous. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc, par rapport à mon rapport d'initiative, au vu de la situation actuelle, je devais le présenter et il devait être voté, je dirais, en juillet, voire en septembre. J'espère pouvoir l'apporter en plénière, d'abord en commission, puis ensuite en plénière et le faire voter d'ici la fin de l'année. Donc, en tout cas, merci à tous et aux États, merci à tous les inscrits, les participants qui ont suivi ce
Voilà, Et merci à vous et merci à tous de même. merci beaucoup. Ben oui, pareillement. Merci à vous tous. Merci et bonne soirée.